Un commerçant itinérant aperçoit une noble dame assise seule sur un banc, en train de déguster un sandwich qui a l'air vraiment appétissant. Il s'approche d'elle et lui demande s'il peut y goûter. La dame accepte volontiers, car elle est toujours heureuse de partager ses repas avec les autres. Elle fouille dans son panier de pique-nique et prépare un sandwich pour l'homme. Quand il le goûte, il est ravi par son goût délicieux, alors il demande à la dame si elle accepterait de lui donner la recette. Cependant, il aurait probablement dû poser cette question avant de le manger, car la jeune fille l'informe que le sandwich contenait de la viande de loup à cornes noires. Le marchand s'excuse maladroitement et vomit à côté d'un arbre, car il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle lui donnerait un sandwich à la viande de monstre. Les Blackhorns sont connus pour leur chair toxique, il pense donc que la jeune femme doit être folle pour en manger aussi nonchalamment, mais même si elle est bizarre, elle n'est pas stupide. Elle a fait beaucoup d'efforts pour traiter la viande afin qu'elle soit suffisamment sûre à manger, mais jusqu'à présent, personne n'a été assez ouvert d'esprit pour donner une chance à sa cuisine. Quelques jours plus tard, Melf assiste à un banquet et ne se lasse pas de la grande variété de viande qu'elle peut déguster. Tout ici est à la fois délicieux et bien présenté, elle a donc du mal à choisir quoi manger ensuite, mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner toute seule, Madame Talbot s'approche et lui rappelle qu'elle n'est pas là pour la nourriture. Le banquet d'automne est un prétexte pour tous les nobles du pays de se réunir et de nouer des relations entre eux pour des raisons politiques. En clair, Melf est là pour trouver un autre type de viande. Elle ne voulait pas vraiment venir, car elle savait qu'elle s'ennuierait à mourir, mais sa belle-mère a menacé de l'envoyer dans un monastère et de la faire devenir nonne si elle ne se fiançait pas avant la fin de l'année, elle n'avait donc pas le choix. Son père n'était pas aussi insistant, mais il lui a tout de même demandé de trouver quelqu'un rapidement, c'est pourquoi elle a accepté de participer à cet événement. Cependant, les choses ne se passent pas bien pour elle, car tous les nobles présents la reconnaissent comme la monstrueuse mangeuse de viande et ne veulent pas avoir affaire à elle. Elle décide de se rendre dans une autre partie de la fête où la plupart des chevaliers se sont rassemblés, et elle prévoit de trouver un chevalier qui n'a pas entendu les rumeurs à son sujet et de le convaincre de l'épouser avant qu'il ne découvre son petit passe-temps, mais avant qu'elle ne puisse parler à qui que ce soit. Une grande agitation éclate lorsque plusieurs nobles crient que des monstres attaquent le banquet. On ne peut pas dire que ce soit surprenant, car cela devait forcément arriver quand on organise un banquet avec des tonnes de nourriture au milieu de la forêt, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Melf se met à courir avec le reste des nobles tandis que les chevaliers se précipitent pour affronter le monstre, mais elle remarque alors un couple de personnes âgées à proximité qui semblent avoir des difficultés. Elle s'approche pour leur demander si tout va bien, mais bien que le couple ne soit pas blessé, la canne de l'homme vient de se casser, et il ne peut plus se relever tout seul. Melf propose de l'aider à se mettre debout afin qu'ils puissent tous quitter les lieux, et ils lui sont reconnaissants de son aide, mais à ce moment-là, leurs yeux s'écarquillent car il y a quelque chose d'énorme derrière Melf. Elle se retourne et est choquée de voir une corne noire sauvage se dresser juste devant elle. Elle a encore le temps de s'enfuir sans que le monstre ne la remarque, mais si elle le fait, le couple de personnes âgées sera en danger. Elle commence donc à crier pour attirer l'attention du monstre et l'inciter à la suivre loin des personnes âgées. Elle est heureuse d'avoir réussi à les sauver, mais elle ne peut pas courir plus vite que lui, donc cela pourrait bien être la fin pour elle. Cependant, alors qu'elle est sur le point d'être piétinée, un chevalier solitaire se précipite et décapite la corne noire d'un seul coup. Il s'agit de Rogier Galbraith, connu sous le nom de « Duc sanguinaire » en raison de sa cruauté au combat. Les gens ici semblent vraiment aimer les ragots, car Rogier vient de leur sauver la vie, mais ils sont trop occupés à murmurer à quel point il est terrifiant pour le remercier comme des gens normaux. Melf se tait lorsqu'elle réalise que l'homme qui se tient devant elle est le célèbre Duc sanguinaire. Elle ne sait pas si les rumeurs le décrivant comme un tueur en série sanguinaire sont vraies ou non, mais cela n'a aucune importance pour elle à ce moment-là, car Rogier est bien trop séduisant pour qu'elle s'en soucie. Elle se lève et se présente à lui, ce qui surprend Rogier, car la plupart des femmes auraient déjà pris la fuite dans une situation comme celle-ci. À ce moment-là, Melf remarque que du sang de Blackhorn coule vers la bouche de Rogier, et elle lui demande frénétiquement de l'essuyer avant qu'il ne l'ingère accidentellement, car le sang d'un Blackhorn corrompu est incroyablement toxique pour les humains, et même s'il n'était pas corrompu, elle sait par expérience personnelle que l'ingestion du sang cru d'une bête provoque une diarrhée sévère. Rogier ne sait pas quoi dire à ce moment-là, car il n'a jamais rencontré une fille qui en sache autant sur les monstres, et Melf se rend vite compte qu'elle l'a peut-être effrayé en parlant trop. Rogier apprécie l'inquiétude de Melf, mais il a déjà préparé de l'eau bénite pour faire face à une éventuelle intoxication sanguine. Il en propose même à Melf, car même si elle n'a probablement pas avalé de sang, il vaut mieux être prudent. Rogier remarque alors que sa robe est couverte de sang, il lui propose donc de l'emmener quelque part pour qu'elle puisse en changer, mais bien que Melf apprécie le geste, elle lui dit que ce n'est pas nécessaire. Le sang de monstre se lave très facilement avec un peu d'eau chaude et du bicarbonate de soude, sa robe n'est donc pas abîmée, mais ce n'est pas ce à quoi Rogier faisait allusion. La plupart des nobles sont dégoûtés à l'idée de porter des vêtements tachés de sang de monstre, ils se demandent donc pourquoi cela ne semble pas la déranger. Sans réfléchir, Melf laisse échapper qu'elle massacre des monstres tout le temps, elle a donc l'habitude d'être couverte de sang de temps en temps.
Rogier est choqué d'apprendre que Melf massacre des monstres, et elle se rend compte qu'elle en a trop dit, alors elle s'excuse, mais au lieu d'être dégoûté par elle, Rogier éclate de rire, car il se souvient avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Melf mangeait des monstres, et il n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Les monstres de ce monde sont très différents des animaux ordinaires. En raison de l'énergie magique que contient leur corps, la consommation de viande de monstres provoque généralement des vomissements et de la fièvre, c'est pourquoi elle est généralement jetée, mais Melf a toujours trouvé cela du gaspillage. Il est inutile de le cacher maintenant, elle admet donc que les rumeurs sont vraies et que lorsqu'elle regarde ce cadavre là-bas, la seule chose à laquelle elle peut penser, c'est à quel point la viande serait savoureuse, mais elle se rend compte que le dire à voix haute rend les choses encore pires. À ce stade, elle s'attend à ce que Rogier s'éloigne maladroitement d'une minute à l'autre, alors elle affiche son plus beau sourire, je ne sais plus quoi faire, et attend de voir ce qu'il va faire, mais il s'avère que Rogier est en fait enchanté par le joli sourire sur le visage couvert de sang de Melf, à tel point qu'il peut à peine la regarder dans les yeux. Il lui prend donc la main et commence à l'éloigner de la fête. Au bout d'un moment, Rogier se rend compte qu'il devrait probablement dire quelque chose pour que la situation ne devienne pas gênante, alors il demande à Melf si la viande du monstre a vraiment bon goût. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un pose cette question à Melf, mais généralement, cela ne se termine pas bien lorsqu'elle donne une réponse honnête. Elle dit à Rogier que la viande de Blackhorn a en fait un goût très similaire à celui du bœuf, mais alors que la plupart des gens ricaneraient et ignoreraient son opinion en la qualifiant de folie, Rogier semble la prendre au sérieux, ce qui est une première pour elle, et elle en est donc très heureuse. Elle poursuit en expliquant que pour rendre la viande comestible, il faut éliminer toute la magie qu'elle contient, ce qui est facile à faire pendant le processus de saignée. Rogier lui demande alors si elle accepterait d'en préparer pour lui. Melf répond qu'elle serait ravie de le faire, mais elle le prévient que la viande provenant d'animaux fous comme celui qu'il a tué aujourd'hui a tendance à être un peu difficile à digérer, même avec une préparation adéquate. Il devra donc attendre qu'elle puisse se procurer de la viande non corrompue. Rogier dit qu'il attend cela avec impatience, mais en attendant, il veut quand même offrir à Melf une nouvelle robe pour qu'elle puisse se changer, alors il la ramène au pavillon de sa troupe. Le subordonné de Rogier, Kos, vient l'accueillir à son arrivée, et après que Melf se soit présentée, il reçoit l'ordre de lui trouver une nouvelle robe pour qu'elle puisse se changer. Pendant ce temps, Rogier l'emmène dans l'une des tentes et lui prépare un petit bain d'eau chaude afin qu'elle puisse se laver le visage pour enlever le sang. Melf insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin de se donner tant de mal pour elle, d'autant plus qu'il a beaucoup plus de sang de monstre sur lui qu'elle. Elle dit à Rogier qu'il devrait d'abord se laver lui-même, mais c'était déjà son intention, et il a déjà commencé à retirer sa chemise. Il ne voit rien de mal à cela, car il le fait tout le temps, mais Melf, en revanche, est extrêmement troublée. Elle a déjà vu des chevaliers retirer leur chemise pendant les séances d'entraînement, mais cela fait toujours battre son cœur plus fort à chaque fois. Rogier lui demande si quelque chose ne va pas, et Melf ne veut pas mentir, alors elle avoue qu'elle admirait son incroyable physique. Rogier ne s'est jamais vraiment soucié de son apparence physique, mais il s'entraîne souvent pour pouvoir combattre régulièrement des monstres, il est donc naturel qu'il soit musclé. Melf l'a trouvé cool lorsqu'il a décapité le Blackhorn, alors elle lui demande si elle pourrait apprendre à faire la même chose. Rogier répond que n'importe qui peut apprendre à faire ce qu'il a fait, mais que dans le cas de Melf, ses bras ne sont pas assez musclés pour cela, et qu'il vaut mieux qu'elle le laisse se battre. Il lui demande s'il y a un monstre en particulier qu'elle aimerait affronter, car il serait prêt à le chasser pour elle. Dès qu'il dit cela, les yeux de Melf s'illuminent, car il y a tant de choses qu'elle meurt d'envie de goûter. Mais à ce moment-là, Kos revient et réprimande légèrement Rogier, car il trouve inapproprié qu'il soit à moitié nu devant une jeune femme comme elle. Rogier rétorque qu'il n'a enlevé que sa chemise, qu'il n'est donc pas complètement dénudé, mais quoi qu'il en soit, cela reste inapproprié. Peu après, Melf a enfilé la robe que Kos lui a préparée, et elle adore son motif. Rogier dit qu'il a emprunté cette robe à la reine il y a quelque temps et qu'il trouve qu'elle lui va très bien, mais pendant tout ce temps, il tient la tête de la corne noire, et tous ces hommes sont choqués que Melf ne semble pas s'en soucier. La plupart des dames se seraient évanouies si Rogier s'était approché d'elle avec cette chose, alors ils sont tous heureux qu'il ait enfin trouvé quelqu'un avec qui il s'entend bien. Plus tard dans la soirée, il est temps pour Melf de rentrer chez elle, et Rogier l'accompagne jusqu'à sa calèche. Elle le remercie une nouvelle fois de lui avoir sauvé la vie et lui dit au revoir. Il lui dit que la prochaine fois qu'ils se verront, il lui aura préparé un cadeau spécial, et elle répond qu'elle est impatiente, mais que s'il lui apporte un monstre, elle lui demande de le capturer vivant, car la viande sera meilleure ainsi. Rogier n'a jamais essayé de capturer un monstre vivant auparavant, mais il est prêt à relever le défi. Cependant, cela pourrait prendre un certain temps, alors en attendant, Melf offre à Rogier du jerky de monstre scatabi qu'elle a préparé, et elle lui assure qu'elle a été très minutieuse dans le processus de préparation, donc il n'y a aucun risque qu'il tombe malade en le mangeant. Si c'est Melf qui l'a préparé, Rogier est convaincu que c'est sans danger, alors il en prend une bouchée sans hésiter et est agréablement surpris par son goût délicieux. Kos gronde Rogier,
car il est imprudent pour quelqu'un de son rang de manger de la nourriture sans l'avoir d'abord testée pour vérifier qu'elle ne contient pas de poison, mais Rogier répond que tout va bien et met un morceau de viande dans la bouche de Cos pour lui montrer à quel point c'est bon. Ils conviennent tous les deux que c'est délicieux, et Rogier dit à Melf qu'il a hâte de voir ce qu'elle pourra lui préparer la prochaine fois qu'ils se verront, mais soudain, elle baisse la tête. Elle est émue aux larmes par le fait que quelqu'un reconnaisse enfin son hobby et ne la trouve pas bizarre de manger de la viande de monstre. Elle se ressaisit pour pouvoir dire au revoir à Rogier, mais elle a hâte de le revoir. Il faut quelques jours à la calèche de Melf pour la ramener chez elle, et lorsqu'ils arrivent, il neige déjà dans la région. Melf regarde devant elle et, à sa grande surprise, elle aperçoit son père qui l'attend à la porte. Une fois arrivé, il lui ouvre la porte et elle lui demande si quelque chose ne va pas. Au début, elle pense qu'il est peut-être contrarié parce qu'elle n'a pas réussi à se fiancer, mais ce n'est pas exactement cela. Il lui rappelle qu'il n'est qu'un comte et qu'il ne sait pas comment gérer la situation maintenant qu'elle s'est engagée avec un duc. Melf ne comprend pas de quoi il parle, alors son père lui explique que Rogier Galbraith demande sa main et qu'il a déjà envoyé une lettre de demande en mariage officielle, mais qu'il ne sait pas comment répondre. Melf voit bien que son père est paniqué, et franchement, elle l'est aussi, car elle savait qu'elle et Rogier s'étaient bien entendus lors du banquet, mais elle ne pensait pas qu'il irait aussi loin aussi rapidement. Quant à ce qui s'est passé du côté de Rogier, après le départ de Melf, il est retourné à son pavillon pour faire le point sur ses fonctions auprès du prince héritier, également connu sous le nom de Maxime, le frère aîné de Rogier. Rogier l'informe que ses hommes ont terminé le ratissage de la zone pour s'assurer qu'il n'y a plus de bêtes dangereuses à proximité et que l'antre du monstre a déjà été traité de manière appropriée. Maxime le remercia d'avoir si bien fait son travail, mais il demanda à Rogier s'il pouvait cesser de s'adresser à lui de manière aussi formelle, car après tout, ils étaient frères. Cependant, Rogier répondit qu'il ne pouvait pas faire cela car, bien qu'il soit lié par le sang, Maxime avait été nommé prince héritier il y a 17 ans et Rogier avait été adopté par la famille Galbraith, il n'était donc plus qu'un sujet de Maxime. Maxime comprend que Rogier ne va pas abandonner les formalités de sitôt, alors il lui demande s'il a autre chose à lui dire, comme par exemple le rendez-vous qu'il a eu récemment avec une jolie fille rousse. Rogier est choqué que Maxime soit déjà au courant, mais celui-ci lui répond qu'il surveille tout ce que fait son cher petit frère. Pendant que Rogier est distrait, Maxime fouille dans le panier de pique-nique que Melf lui a donné et en sort un morceau de viande séchée. Sans hésiter, il en prend une bouchée et, impressionné par son goût délicieux, demande à Rogier de quel type de viande il s'agit. Rogier soupire, car un prince héritier ne devrait vraiment pas manger quelque chose sans avoir vérifié ce que c'est, mais comme Maxime veut savoir, il lui répond que c'est du jerky à base de viande de scat, ces petites bestioles. Maxime trouve intriguant qu'un monstre puisse avoir si bon goût, alors il demande si c'est Melf qui l'a préparé, car si c'est le cas, elle pourrait bien avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Mais au-delà du jerky, Maxime est beaucoup plus intéressé par ce que Rogier compte faire avec Melf. Normalement, il serait inconcevable que la fille d'un comte s'engage avec un duc, mais Rogier a toujours été malchanceux avec les femmes, alors rencontrer Melf pourrait être une occasion unique pour un solitaire comme lui. Rogier n'a aucune envie d'écouter les taquineries de son frère, alors il dit qu'il n'a rien d'autre à signaler et sort de la tente. Il trouve agaçant que son frère se mêle tout le temps de ses affaires, mais il admet que Maxime a peut-être raison. Il est rare que quelqu'un s'intéresse sincèrement à Rogier, et encore moins quelqu'un d'aussi courageux et captivant que Melf, il doit donc réfléchir attentivement à la suite des événements. Il finit par décider que la meilleure chose à faire serait de tenir sa promesse et de capturer le monstre que Melf lui a demandé, afin de pouvoir la surprendre lors de leur prochaine rencontre. Pendant ce temps, chez Melf, elle et son père sont occupés à regarder la lettre incrustée de pierres précieuses qui leur a été envoyée. Le père de Melf lui dit qu'avant son retour, un messager de la famille du duc est arrivé sur un aigle de feu pour livrer cette lettre. Melf est déçu de ne pas avoir pu voir l'aigle de feu en personne, mais là n'est pas la question. Son père lui demande ce qui s'est passé entre elle et le duc, alors Melf explique qu'elle a simplement été attaquée par un monstre et que Rogier est intervenu pour la sauver. Son père n'arrive pas à croire que ce soit vraiment tout ce qui s'est passé, car Melf n'avait jamais vu Rogier avant ce banquet, et maintenant il demande sa main. Melf jette un œil à la lettre, qui semble bien avoir été écrite par Rogier, car elle évoque tous les bons moments qu'il a passés avec Melf juste avant de demander sa main, mais Melf ne peut s'empêcher de se demander s'il n'y a pas une arrière-pensée derrière tout cela. Son père lui dit qu'elle n'est pas obligée d'accepter la demande si elle ne le souhaite pas, mais qu'il faudrait une très bonne raison pour refuser la demande en mariage d'un duc. Plus tard dans la nuit, Melf examine de plus près la lettre envoyée par Rogier et en arrive à la conclusion qu'il doit aimer la viande de monstre autant qu'elle, et qu'il souhaite donc se rapprocher d'elle afin d'avoir quelqu'un avec qui partager son passe-temps. Cependant, alors qu'elle serre la lettre dans sa main, elle remarque qu'une sorte de magie semble s'en dégager, et un message caché apparaît soudainement. Il dit que Rogier lui rendra visite avant la fin de l'hiver, plus précisément avant le 18 du mois, qui se trouve être demain, ce qui fait à nouveau paniquer le père de Melf. Melf est tout aussi troublée, car elle ne pensait pas le revoir si tôt. Elle ne sait toujours pas quelles sont ses intentions,
mais cela ne sert à rien de s'inquiéter pour l'instant. Le lendemain matin, la belle-mère de Melf vient la réveiller dans sa chambre et est consternée de la voir encore en chemise de nuit à cette heure tardive. Elle invente une excuse et dit qu'elle attendait juste l'arrivée de Célia pour l'aider à choisir une tenue, mais en réalité, elle s'est réveillée littéralement une minute avant l'arrivée de Célia. En tant que belle-mère, Célia n'est pas particulièrement méchante avec Melf, mais elle n'est pas très gentille non plus, et elle ne manque jamais une occasion de critiquer toutes les décisions que prend Melf. Elle sait que c'est elle qui a insisté pour que Melf trouve un mari le plus vite possible, mais elle lui demande à quoi elle pensait en choisissant le duc sanguinaire parmi tous les autres. Melf se moque éperdument des commentaires de Célia, alors elle reste silencieuse pendant que ses servantes l'habillent, mais tout à coup, elle entend un rugissement puissant à l'extérieur. Elle se précipite pour ouvrir la fenêtre et aperçoit une nuée de dragons glaciaux qui s'approchent. Les dragons glaciaux sont courants dans la région, Melf comprend donc qu'il s'agit de l'envoyé de Rogier. Quelques instants plus tard, celui-ci vole jusqu'à la fenêtre de Melf et lui dit qu'il est venu lui demander sa main. Il mentionne également qu'il a apporté le cadeau qu'il lui avait promis la dernière fois, ce qui la réjouit, mais Célia est terrifiée par le dragon et crie à Melf de fermer immédiatement la fenêtre. Melf se penche à l'extérieur et demande à Rogier de faire atterrir les dragons près du pâturage nord. Une fois qu'il est parti, elle ferme la fenêtre et enfouit son visage dans le rideau pour cacher à quel point elle rougit. Elle savait déjà que Rogier était beau, mais le voir chevaucher un dragon avec tant d'aisance le rendait encore plus cool que d'habitude, et son cœur battait si fort qu'elle ne savait pas quoi faire. Pendant que Melf essayait de se calmer, Célia tentait depuis un moment d'attirer son attention, et lorsqu'elle finit par y parvenir, elle dit à Melf qu'elle va s'allonger un moment, car voir ce dragon l'a rendue malade. En partant, elle marmonne que Rogier doit vraiment être fou pour chevaucher des dragons comme ça, et qu'il n'est pas digne d'être duc, mais Melf refuse de la laisser continuer à dire du mal de Rogier, alors elle dit à Célia qu'elle a l'intention d'accepter la demande en mariage de Rogier, et qu'elle apprécierait que Célia s'abstienne de parler ainsi de son futur mari. Célia quitte la pièce en colère après cela, et environ une heure plus tard, Melf rencontre Rogier dans le pâturage. Elle lui explique qu'elle n'a appris sa visite qu'en lisant sa lettre hier, et qu'elle n'a donc pas pu préparer quoi que ce soit pour lui, mais Rogier ne s'en formalise pas. C'est plutôt lui qui devrait s'excuser d'être venu si brusquement. À ce moment-là, Cos intervient et dit que s'ils sont venus si vite, c'est uniquement parce que Rogier était impatient de la revoir, mais Rogier lui dit d'arrêter de dire des bêtises. Quoi qu'il en soit, Rogier demande à Melf où elle souhaite qu'il dépose son cadeau, et tout en parlant, il montre une cage enveloppée dans un tissu. Les yeux de Melf s'illuminent lorsqu'elle réalise qu'il a vraiment capturé le monstre pour elle. Elle sait que c'est elle qui l'a demandé, mais maintenant elle se sent un peu mal de lui avoir demandé de faire tout ça pour elle. Rogier remarque qu'elle agit de manière un peu étrange, alors il demande à Melf si quelque chose ne va pas, et tout à coup, elle lève les yeux et le remercie sincèrement pour ses efforts. Elle demande si elle peut jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, et Rogier n'y voit aucun inconvénient, alors il la conduit jusqu'à la cage. Melf ne voit aucun mouvement à l'intérieur, alors elle demande à Rogier s'il l'a déjà tué, mais il retire le tissu pour révéler que le Moodle est toujours bien vivant, juste inconscient, et qu'il a même réussi à attraper un Moodle royal à la fourrure dorée, ce qui est extrêmement rare. Les Moodles sont des monstres ressemblant à des vaches, qui ont généralement une fourrure blanche, mais les Moodles royaux développent une couleur dorée à mesure qu'ils grandissent, ce qui rend leur fourrure incroyablement précieuse pour des articles tels que des manteaux et des écharpes. Cependant, leur viande finit souvent par être jetée, ce que Melf trouve très dommage. Melf n'en a jamais goûté, mais comme c'est un herbivore qui ne se nourrit que de fruits et de champignons, elle s'attend à ce qu'il soit délicieux. Mais à part cela, il est rare d'en trouver un avec une fourrure aussi belle, alors Melf demande à Rogier s'il est vraiment sûr de vouloir lui donner quelque chose d'aussi précieux. Rogier lui répond qu'il n'aurait pas pris la peine de le capturer vivant s'il ne comptait pas le lui donner, et Melf est très heureuse d'entendre cela, car cela signifie qu'elle est libre de le préparer comme elle le souhaite. Elle ne peut exprimer à quel point Rogier l'a rendue heureuse, et il est clair que la voir ainsi rend Rogier très nerveux, alors Cos et les autres restent en retrait et le laissent profiter de ce moment. Peu après, le père de Melf arrive pour saluer officiellement Rogier et le remercier d'avoir fait le long voyage jusqu'ici. Rogier s'excuse d'être arrivé si soudainement, mais il dit qu'il voulait obtenir une réponse à sa demande avant l'arrivée de l'hiver, et Melf était tellement excitée par le Moodle qu'elle a presque oublié que Rogier était là pour demander sa main. Elle demande à son père la permission de laisser les dragons de Rogier chasser dans les montagnes, et celui-ci n'est pas opposé à l'idée, mais il est un peu perplexe car il pensait que le Moodle était destiné à nourrir les dragons. Cependant, Melf lui explique que le Moodle est en fait pour elle. Le père de Melf est surpris d'apprendre cela, car il pensait que Rogier ne connaissait pas son passe-temps, mais elle lui explique que Rogier a fait un détour spécialement pour goûter à sa cuisine à base de monstres. Elle demande alors à son père la permission d'ouvrir un centre de recherche afin de pouvoir commencer à préparer le Moodle dès que possible. Son père craint que voir Melf découper un monstre puisse rebuter Rogier, mais celui-ci prend la parole et dit au père de Melf qu'il la comprend dans une certaine mesure, qu'il est également au courant des rumeurs désagréables qui circulent à son sujet,
et qu'il fait sa demande malgré tout. Apprendre que Rogier s'intéresse autant à Melf est la meilleure nouvelle que son père ait entendue de toute la journée, alors il dit à Rogier de se sentir comme chez lui, mais avant cela, Rogier dit qu'il aimerait s'occuper du cadeau qu'il a apporté avant qu'il ne se réveille, car il est encore vivant. Le père de Melf est choqué d'apprendre que Rogier a apporté un Moodle vivant ici, mais c'est Melf qui lui a demandé de le capturer vivant. Sur ce, Rogier dit qu'il aimerait assister au processus de préparation, alors son père lui demande de lui montrer son centre de recherche. Rogier et ses hommes partent sur les dragons pour se rendre au centre, et Melf s'amuse beaucoup, car elle a toujours voulu essayer de monter un dragon. Lorsque le centre apparaît, Melf le montre à Rogier, mais il perçoit une légère hésitation dans sa voix et lui demande si quelque chose ne va pas. Melf fait semblant de rien et répond qu'elle est juste nerveuse à l'idée de monter un dragon pour la première fois, mais ce n'est pas vraiment ce qui la tracasse. Elle est heureuse que Rogier ne lui en veuille pas de manger de la viande de monstre, mais elle ne saura pas s'il est vraiment d'accord tant qu'il n'aura pas vu comment elle la prépare, et elle est plutôt nerveuse car elle ne sait pas comment il va réagir. En arrivant au laboratoire, Rogier remarque un ancien cercle magique inscrit sur le sol. Il interroge Melf à ce sujet, et elle lui explique qu'il s'agit à l'origine d'une création de sa mère, mais qu'elle y a apporté quelques améliorations. Elle dit que c'est ce qu'elle utilise pour préparer la viande de monstre, et Rogier trouve que c'est une idée géniale, mais il se demande comment elle parvient à le faire, car il serait difficile de drainer toute la magie d'un cadavre de monstre avec seulement ce cercle. Melf lui répond qu'elle utilise en fait un autre outil dans le processus. Elle se rend dans la remise et en sort un flacon en quartz. Elle explique qu'elle l'utilise pour extraire à la fois le mana et le sang de la bête. Même s'il semble ordinaire pour l'instant, une fois qu'elle aura commencé le processus et appliqué sa magie, il deviendra beaucoup plus coloré. Rogier est impressionné par le savoir-faire de Melf, mais maintenant qu'elle lui a expliqué comment cela fonctionne, elle aimerait lui demander une faveur. Elle sait que cela peut paraître un peu étrange, mais elle dit qu'elle aimerait le voir utiliser son épée pour décapiter à nouveau un monstre. Peu de temps après, Melf annonce qu'elle est prête à commencer, mais comme le nettoyage du Moodle va lui prendre un certain temps, elle demande à Rogier de lui donner un coup de main. D'un geste de la main, il fait immédiatement appel à ses subordonnés. Les chevaliers sont généralement chargés de récupérer les matériaux précieux sur les monstres qu'ils tuent, ils sont donc très efficaces dans ce domaine. En quelques minutes, le Moodle est complètement rasé. Melf adore la douceur de la fourrure dorée du Moodle, mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont là. Rogier enlève donc sa veste et demande à Melf si elle est prête à le décapiter. Melf dit une petite prière pour le Moodle et promet de ne pas gaspiller sa viande avant d'activer le cercle magique et de donner le signal à Rogier. Il lève son épée et, d'un mouvement rapide, tranche la tête du Moodle. Le coup de Rogier est si rapide et précis que Melf a du mal à le suivre, mais maintenant que le Moodle est mort, il est temps pour elle d'extraire son sang et sa magie. Elle tient la fiole et récite une autre incantation, faisant couler le sang de la carcasse dans la fiole, mais c'est la première fois que Melf travaille avec une bête aussi grande, et il y a beaucoup plus de sang magique qu'elle ne le pensait. La fiole commence à se fissurer car elle est remplie au-delà de sa capacité, et Melf commence à paniquer car elle ne peut pas s'arrêter une fois que le sort a commencé, mais heureusement, Rogier est juste à côté d'elle, alors elle lui explique le problème et il attrape une autre fiole pour remplacer celle qui est pleine. Grâce à son aide, Melf peut terminer le sort sans encombre et le Moodle est vidé de tout son sang. Rogier est heureux que cela ait bien fonctionné, mais il est surpris que le Moodle ait toujours l'air aussi gros, car il pensait que le fait de retirer tout le sang le ferait rétrécir un peu. Melf explique que le sort qu'elle a utilisé cible spécifiquement le sang du monstre, laissant toute l'autre humidité intacte afin de préserver la saveur. Rogier est une fois de plus impressionné et demande comment le sort a été développé. Melf explique qu'il y a 17 ans, cette région souffrait d'une grave famine. Des centaines de personnes étaient déjà mortes de faim, car les terres ici sont pauvres en ressources et le sol est peu fertile. La mère de Melf a donc commencé à rechercher des moyens d'utiliser la population abondante de monstres dans la région. Le processus est encore un peu compliqué pour l'instant, mais si Melf trouve un moyen de le simplifier davantage, tout le monde pourra l'utiliser et les monstres passeront du statut de nuisance dangereuse à celui de précieuse source de nourriture. C'est pourquoi Melf a choisi de relever le défi après le décès de sa mère, mais elle admet qu'elle prend aussi beaucoup de plaisir à goûter de temps en temps des monstres rares. Rogier comprend que l'objectif de Melf est noble, mais il a encore une question à lui poser. Il brandit la fiole de sang magique et lui demande ce qu'elle compte en faire. Melf répond qu'elle utilise simplement l'énergie magique qu'elle contient pour allumer des feux et alimenter des lumières, et que cette quantité devrait lui suffire pour environ 2 mois avant qu'elle ne doive la remplir à nouveau, mais Rogier est surpris que ce soit là sa seule utilisation. Melf demande s'il existe une autre façon de l'utiliser, et Rogier éclate de rire en réalisant qu'elle n'a vraiment aucune idée de ce qu'elle a accompli. Il lui explique qu'elle a réussi quelque chose que même les mages de la cour royale ont eu du mal à faire pendant des années. Elle a trouvé un moyen d'extraire et de stocker de l'essence magique pure dans une bouteille, et entre de mauvaises mains, cela pourrait être utilisé pour créer des armes de destruction massive. Elle n'avait aucune idée qu'elle fabriquait en fait des bombes, mais Rogier dit que ce n'est pas un problème, car il sait qu'elle ne ferait jamais de mal à personne.
Il est simplement heureux que les rumeurs selon lesquelles elle boirait du sang ne soient pas vraies, car avec ses cheveux si envoûtants, il commençait à s'inquiéter qu'elle puisse être un vampire. Melf est troublée par le compliment de Rogier et ne sait pas quoi répondre. Sans réfléchir, elle se met à parler de l'allure éblouissante de Rogier lorsqu'il est arrivé sur son dragon, jusqu'à ce qu'ils soient tous deux gênés et restent là en silence. La situation devient difficile à regarder, alors Kos intervient et rappelle aux deux jeunes gens qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Ils s'éloignent alors maladroitement. Peu après, Melf revient vers Rogier avec un permis de chasse. Rogier a donné les organes du Moodle à son dragon, mais cela ne lui a pas suffi, il doit donc partir chasser d'autres monstres avant qu'ils ne deviennent difficiles. À ce moment-là, l'estomac de Rogier se met à gargouiller, indiquant qu'il a lui aussi très faim. Même s'ils sont censés attendre l'heure du dîner, Melf suggère qu'il n'y a pas de mal à goûter quelques morceaux de viande dès maintenant. Les deux prennent quelques morceaux de viande et, alors qu'ils s'apprêtent à commencer la cuisson, Rogier se souvient qu'il a apporté quelque chose de spécial pour l'occasion. Il sort un moulin à épices et dit à Melf de l'essayer. Elle goûte un petit morceau et est étonnée par la combinaison des saveurs. Rogier explique qu'il l'a volé à son chef cuisinier avant de quitter la maison et qu'il s'agit apparemment d'un mélange de diverses épices, ce qui se marie très bien avec la viande. Rogier et Melf préparent 2 brochettes et salivent d'impatience en attendant qu'elles cuisent, mais alors qu'ils sont là, Kos s'approche discrètement et leur demande ce qu'ils font. Rogier tente de dissimuler la vérité et répond qu'il ne se passe rien, mais Kos sent clairement l'odeur alléchante qui émane de là, il est donc impossible de le cacher. Rogier se souvient alors du permis de chasse qu'il a obtenu plus tôt, il le sort et essaie de faire partir Kos en lui ordonnant d'aller chercher des monstres pour les dragons. Kos répond qu'il le fera avec plaisir, mais il veut que Rogier l'accompagne, car c'est le meilleur combattant. Rogier essaie de se dérober en disant qu'il est occupé avec Melf, mais Kos le culpabilise en lui demandant quel genre de commandant se faufile pour manger un morceau pendant que son équipe meurt de faim. Rogier finit par céder et dit qu'il va préparer une brochette pour Kos également, mais Kos lui fait remarquer que toute l'équipe est là, et Rogier finit par en préparer une pour chacun d'entre eux. Quelques minutes plus tard, la brochette de Rogier est prête, mais Kos lui dit qu'il ne peut pas encore la manger, car il faut d'abord goûter le badge pour s'assurer qu'il ne contient plus de poison. C'est donc Kos qui goûte en premier, et alors qu'il s'attendait à ce que ce soit bon, la viande s'avère encore meilleure qu'il ne l'avait imaginé. Il dit qu'elle n'a pas du tout un goût de gibier et qu'en fait, elles fond pratiquement dans la bouche à chaque bouchée. Melf est heureux d'apprendre que la viande est si bonne, mais entendre Kos décrire à quel point elle est délicieuse rend Rogier encore plus affamé qu'il ne l'était auparavant. Il dit à Kos de se dépêcher d'annoncer que la viande est propre à la consommation, mais Kos veut le taquiner un peu, alors il dit à Rogier qu'il ne peut pas encore être sûr que la viande soit vraiment propre à la consommation, car il faudrait quelques heures pour que l'énergie magique provoque des troubles gastriques, mais ni Rogier ni ses chevaliers ne veulent attendre aussi longtemps. Melf est également à bout, elle dit donc aux soldats qu'elle en a assez d'attendre, mais que si quelqu'un tombe malade après avoir mangé la viande, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour leur préparer des médicaments. C'est une assurance suffisante pour eux, ils prennent donc tous une brochette et se servent. Tout le monde est ravi par le goût, en particulier Melf, car c'est la viande de monstre de la meilleure qualité qu'elle ait jamais eu le plaisir de goûter. Rogier s'approche de Melf et lui dit qu'elle est un génie pour avoir réussi à rendre la viande de monstre si bonne. Elle essaie de dire qu'elle n'a pu le faire que grâce aux recherches de sa mère, mais Rogier lui dit de ne pas être si modeste, car il ne connaît personne d'autre qui aurait pu accomplir ce qu'elle vient de faire. Rogier et ses chevaliers ont mangé de la viande de monstre à de rares occasions, lorsqu'ils étaient à court de provisions pendant une mission, mais elle avait toujours un goût horrible, car ils ne savaient pas comment la préparer correctement. Ils demandent alors à ces hommes leur avis sur le talent de Melf, et ils sont tous d'accord pour dire qu'elle est un génie culinaire. Le groupe prépare quelques brochettes supplémentaires pour tout le monde, et Rogier s'apprête à en prendre une troisième lorsque Melf l'appelle soudainement. Il pense qu'elle va le gronder pour avoir trop mangé avant le dîner, alors il lui dit qu'il pourra finir son repas plus tard, mais ce n'est pas ce dont elle voulait lui parler. Elle dit à Rogier qu'elle s'apprête à retourner au laboratoire et qu'elle aimerait qu'il l'accompagne. Rogier suit Melf à l'intérieur, et elle le conduit dans une vieille pièce où traîne un tas de documents de recherche. Elle s'excuse pour le désordre, mais Rogier lui répond qu'il est normal que les laboratoires de recherche soient un peu en désordre, donc cela ne le dérange pas. Il jette un coup d'œil autour de lui et remarque 2 épines pointues sur une table. Il interroge Melf à ce sujet, et elle lui explique qu'elle les utilise parfois pour piéger les monstres qu'elle capture. Il est intrigué d'apprendre que Melf sait également fabriquer des pièges pour capturer des monstres, car il se demandait comment elle parvenait à trouver des monstres sur lesquels tester ses techniques, mais elle lui répond qu'elle n'utilise pas toujours des pièges. Les chevaliers l'aident parfois et elle fait parfois appel aux chasseurs locaux, mais la plupart du temps, elle doit chasser seule. Rogier est surpris d'entendre cela, alors il lui demande si les gens d'ici n'approuvent pas ses recherches. Melf lui répond qu'il a raison, mais qu'elle ne peut rien faire contre leurs croyances, car les gens détestent naturellement l'idée de manger de la viande de monstre. Même lorsque sa mère a sauvé les masses affamées en préparant la viande pour la rendre comestible,
tous ceux qui ont survécu grâce à ses efforts nient le fait que la viande qu'ils ont mangée provenait de monstres. Ils considèrent que consommer des monstres est tabou, et n'ont donc jamais reconnu les recherches menées par Melf. Rogier pense qu'elle doit être assez courageuse pour persévérer dans ses recherches malgré le mépris des gens qui l'entourent, mais en réalité, leurs propos l'affectent parfois. Si tel est le cas, Rogier ne pense pas qu'elle devrait arrêter, mais il lui demande pourquoi elle continue ses recherches alors que personne ne les accepte. Elle se tourne vers Rogier et lui demande s'il se souvient de l'incident qui s'est produit il y a 17 ans. Il répond qu'il ne pourrait pas l'oublier, car c'est la raison pour laquelle il a été adopté par la famille Galbraith. Si les origines de Melf sont liées à cet incident, il sait qu'il lui sera difficile d'en parler, alors il la prend par la main et la conduit vers le canapé afin qu'elle n'ait pas à le regarder dans les yeux pendant qu'elle parle. Il rappelle à Melf qu'il est venu ici pour lui demander sa main, qu'il s'est donc renseigné sur sa famille et qu'il a une bonne idée de la controverse qui entoure ses recherches, mais il lui dit qu'il ne veut pas qu'elle abandonne. Il lui explique que si elle l'épouse, elle pourra continuer à travailler sans entrave grâce aux ressources de la famille Galbraith. Melf se raidit légèrement et répond à Rogier que s'il souhaite en savoir plus sur ses recherches, elle se fera un plaisir de lui enseigner tout ce qu'elle sait, et qu'il n'a donc pas besoin de se forcer à l'épouser. Cependant, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Il lui répond que c'est elle qu'il souhaite mieux connaître. Il sait qu'il n'est pas exactement le meilleur choix comme partenaire, car il est connu pour être le duc sanguinaire, mais il veut savoir ce que Melf pense de lui. Il attend une réponse de Melf, mais celle-ci est trop stupéfaite pour parler, car elle s'était convaincue que Rogier ne s'intéressait à elle qu'à cause de ses recherches sur la viande de monstre, et elle n'arrive pas à croire qu'il l'apprécie réellement en tant que personne. Rogier lui demande ce qu'elle pense de lui en tant que partenaire, et Melf n'y avait pas vraiment réfléchi jusqu'à présent, mais épouser Rogier serait en fait une très bonne chose. Son père était prêt à l'accepter même si elle se fiançait à un chevalier, il n'a donc aucune raison de s'opposer à un duc. De plus, quand elle pense à passer chaque jour avec un homme comme Rogier, son cœur fait plusieurs bonds à la fois. Cependant, elle hésite encore, car elle aurait certainement l'air inférieure à ses côtés et elle ne voudrait pas nuire à l'image de Rogier, mais l'offre est trop belle pour la refuser. Elle lui demande pourquoi il l'a choisi parmi toutes les autres, car un homme de son statut social aurait de nombreuses prétendantes potentielles. Même s'ils se mariaient, elle doute que la famille de Rogier approuve leur union, car même si les opinions négatives concernant la viande de monstre ne sont pas aussi répandues à Galbraith, personne ne voudrait être associé aux rumeurs qui entourent Melf. Cependant, Rogier l'interrompt et lui dit qu'il pense que sa famille l'accueillerait très bien. Il existe une grande forêt sur le territoire de Galbraith, appelée les bois d'Erzan, qui est considérée comme un véritable trésor pour les monstres, car peu importe le nombre que Rogier chasse, il semble toujours y en avoir davantage. La situation est devenue tellement grave qu'il ne sait plus comment se débarrasser des carcasses des monstres. Pour lui, les monstres ne sont donc rien d'autre que des cibles à exterminer. C'est pourquoi, lorsqu'il entend Melf parler avec tant d'enthousiasme de les manger, cela lui donne une nouvelle perspective sur ces créatures. Lorsqu'ils partent en expédition, Rogier et ses hommes mangent parfois de la viande de monstres s'ils manquent de provisions, mais ils ne savaient pas qu'il existait des moyens de drainer complètement l'énergie magique nocive comme le fait Melf. Cela transforme efficacement les monstres nuisibles en source de nourriture viable, et Rogier est sûr que son peuple appréciera cela. Melf est ravi à l'idée que ses recherches puissent être utiles à d'autres, et Rogier ajoute que tant qu'il sera là, il ne la laissera pas subir le mépris ou les regards désapprobateurs des autres nobles. Melf répond à Rogier qu'elle est ravie de son offre, mais qu'elle ne pense toujours pas mériter quelqu'un comme lui. En l'entendant dire cela, Rogier pense que Melf essaie de le repousser de manière indirecte, mais elle ne veut laisser aucune place à des malentendus compliqués, alors elle lui prend la main et lui dit qu'elle voulait simplement dire qu'elle ne sait pas faire la plupart des choses que les autres jeunes filles savent faire, mais que tant qu'il est d'accord avec cela, elle serait heureuse de l'épouser. Son seul véritable talent réside dans la recherche, mais au moins, comme les fonctions de Rogier l'obligent à tuer régulièrement des monstres, elle peut transformer ses carcasses en délicieux repas pour lui afin qu'elles ne soient pas gaspillées. À ce moment-là, Claude, l'un des gardes de Melf, arrive pour informer Rogier que le père de Melf l'attend au château. Les deux interrompent donc leur conversation et se préparent à partir. Alors que Melf franchit la porte, Claude se penche vers elle et lui dit qu'il n'est peut-être pas judicieux de discuter d'informations sensibles concernant ce territoire avec quelqu'un qu'elle ne connaît que depuis 48 heures, et Melf prend sa remarque en considération. Alors que les trois personnes marchent dans le couloir, Rogier remarque que Claude se montre extrêmement méfiant à son égard. Claude l'a surveillé toute la journée, mais Rogier comprend qu'une telle réaction n'est pas injustifiée, étant donné sa réputation de duc sanguinaire. Peu après, Rogier rencontre le père de Melf pour finaliser les détails de ses fiançailles avec Melf. Le père de Melf est très nerveux, car il n'a pas l'habitude de parler aussi librement à un duc. Il est heureux d'apprendre que Rogier reconnaît tout le travail acharné de Melf et se soucie d'elle, mais en tant que père, il aimerait tout de même savoir pourquoi Rogier s'intéresse à elle. Rogier explique que le jour du banquet, il se serait terriblement ennuyé pendant toute la cérémonie. Même lorsque la bête a attaqué, il n'y a pas prêté attention et l'a simplement tué comme d'habitude. Mais après avoir sauvé Melf,
celle-ci ne s'est pas enfuie, effrayée, et n'a même pas détourné le regard. Elle n'a pas non plus été dégoûtée par son apparence ensanglantée, et il a alors compris qu'elle pourrait l'accepter tel qu'il est. Rogier comprend que sa demande en mariage était plutôt soudaine, mais un certain membre de sa famille, trop curieux, n'arrêtait pas de le harceler à ce sujet, et il a donc décidé d'officialiser les choses dès que possible. Le père de Melf comprend et commence à signer le contrat, mais avant de terminer, il demande à Rogier si c'est vraiment la seule raison pour laquelle il a choisi de se fiancer à Melf. Rogier lui assure qu'il n'a pas pris cette décision sur un coup de tête, puis il se lance dans un discours TED sur toutes les qualités attachantes de Melf, qu'il adore. Le père de Melf est désormais convaincu que Rogier aime sincèrement Melf, et il est soulagé car, dans un monde où manger des monstres est mal vu, il craignait que Melf ne mène une vie de disgrâce permanente et, en tant que comte, il ne pouvait presque rien faire pour la protéger. Il dit donc à Rogier qu'il la laisse entre ses mains, et Rogier assure au père de Melf qu'une fois qu'elle aura rejoint la famille Galbraith, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour la protéger. 10 jours après la finalisation des fiançailles, Rogier est rentré chez lui, et Melf est occupé à emballer tous ses documents de recherche avec l'aide de ses chevaliers afin de pouvoir déménager dans le territoire de Rogier. Cela représente beaucoup de travail, mais Rogier a insisté pour que Melf emporte tout ce qui se trouve dans son laboratoire de recherche, et il a même laissé quelques-uns de ses chevaliers sur place pour s'assurer qu'elle n'ait pas de difficulté à tout transporter. Elle sait qu'elle et Rogier sont désormais officiellement fiancés, mais elle n'a pas encore tout à fait réalisé. Après la signature du contrat de mariage, Rogier est même allé jusqu'à l'imprégner d'une puissante magie pour symboliser son engagement envers Melf, mais il savait que Cos se moquerait de lui pour un geste aussi romantique, alors il lui a demandé de garder cela secret. C'était un moment émouvant, mais le père de Melf commençait à se sentir mal à l'aise en regardant tout cela, alors il a toussé pour attirer leur attention. Avant que les fiançailles ne soient officialisées, le père de Melf avait confié à Rogier un secret qu'il cachait à Melf depuis un certain temps, et il lui avait demandé de ne pas en parler à Melf, mais Rogier se tourna immédiatement vers Melf et commença à dénoncer son père. Il lui dit que c'était son père qui avait répandu toutes ces mauvaises rumeurs selon lesquelles elle était une mangeuse de viande de monstre. Certes, il l'a fait uniquement parce qu'il voulait dissuader les gens d'utiliser ses recherches à des fins maléfiques, car il savait que les armes de destruction massive représentaient un danger potentiel. Rogier comprend ce sentiment et n'est pas trop en colère, car le père de Melf l'a fait uniquement pour la protéger des personnes qui pourraient l'utiliser pour ses recherches, mais il dit clairement qu'il ne veut plus entendre ces rumeurs, et le père de Melf comprend le message. Melf n'a pas vraiment prêté attention à toute la conversation, elle n'a donc aucune idée de ce dont il parlait, mais ils lui ont simplement dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle est toujours curieuse de savoir de quoi il parlait à l'époque, mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, Mulan, l'un des chevaliers, vient lui dire que les restes du Moodle royal ont été congelés à l'aide de magie et sont prêts à être transportés. Il lui demande également ce qu'elle compte faire de la fourrure du Moodle, alors elle lui répond qu'elle va la laisser à son père et à son demi-frère pour qu'ils en fassent des manteaux dorés. Elle remercie Mulan pour son aide, et grâce à cela, elle devrait avoir fini ses bagages lorsque Rogier viendra la chercher. Mais maintenant qu'elle y pense, elle se demande si les couples fiancés sont censés emménager ensemble si tôt. Si Rogier insistait tant, c'est parce qu'une fois l'hiver arrivé, personne ne pourra plus voyager vers ou depuis le territoire de Marche, et il ne pourra donc pas voir Melf pendant 6 mois si elle reste ici. À ce moment-là, on frappe à la porte de Melf et le majordome en chef, Herman, entre pour l'informer que son escorte est arrivée. Herman s'occupe de Melf depuis qu'elle est petite, il est donc triste de la voir partir, mais c'est un événement joyeux. Alors que Melf sort de sa chambre, elle réalise enfin qu'elle ne reviendra pas avant longtemps, et elle souhaite voir son père une dernière fois avant de partir. Elle se rend dans sa chambre et frappe à la porte, mais lorsqu'elle entre, elle trouve Célia assise sur le canapé qui l'attend. Melf demande à Célia ce qu'elle fait là, mais celle-ci répond que même si elle n'est que la belle-mère de Melf, elle veut quand même voir sa belle-fille avant qu'elle ne quitte la maison. Melf demande où est son père, et Célia lui répond qu'il est dehors pour s'assurer que toutes les affaires de Melf sont bien rangées. Melf n'a vraiment rien à dire à Célia, alors elle essaie de garder la conversation brève et de s'excuser dès que possible, mais tout à coup, Célia ricane et dit qu'elle ne sait pas comment Melf a réussi à séduire un duc, mais elle tient à préciser que son fils est l'unique héritier de la famille Marshall Red. Melf répond qu'elle comprend cela, et que c'est assez évident puisqu'elle se marie littéralement hors de la famille, donc elle n'a aucune raison de s'en soucier. Célia dit à Melf que même si Rogier la chasse, elle ne sera pas la bienvenue ici, et Melf répond « Je suis contente de ne plus avoir à regarder votre visage ridé ». C'est du moins ce qu'elle voulait dire, mais au lieu de cela, elle s'excuse poliment et quitte la pièce, car elle ne veut pas causer de problème. Elle se rend ensuite dans la cour où son père vient de terminer, et celui-ci lui demande si elle est prête à partir. Il dit à Melf qu'elle est très jolie dans ce manteau, qui lui rappelle beaucoup de souvenirs, car c'est celui que portait sa mère, Élise, lorsqu'elle l'a épousé. Melf ne savait pas que ce manteau avait appartenu à sa mère, mais comme elle venait du sud, les hivers froids ici ont dû être un choc pour elle.
Le père de Melf se souvient à quel point Élise était enthousiaste à l'idée de jouer dans la neige pour la première fois ici, à tel point qu'elle en a trop fait et est tombée malade peu après. Melf rit un peu, car elle ne savait pas que sa mère pouvait être aussi naïve parfois. Son père aimerait pouvoir lui raconter d'autres anecdotes sur sa mère, mais quelques instants plus tard, Rogier arrive et dit qu'il est là pour chercher Melf. Il lui demande si elle est sûre d'avoir tout ce dont elle a besoin, car il y a encore une grande pile d'affaires là-bas, mais elle lui répond que ce ne sont que des brouillons de ses travaux de recherche, qui ne lui sont plus d'une grande utilité. Rogier lui demande s'il peut les brûler, car il ne voudrait pas que ses recherches tombent entre de mauvaises mains, et Melf répond que cela ne la dérange pas. Rogier se tourne ensuite vers le père de Melf et lui dit qu'il va emmener sa fille. Il l'aide à monter sur le dos de son dragon et se prépare à partir. Le père de Melf est triste de la voir partir, mais au moins, elle reviendra lui rendre visite au printemps prochain. Cependant, Rogier lui annonce qu'il a en fait l'intention de garder Melf auprès de lui jusqu'à leur mariage à l'automne. C'est la première fois que le père de Melf en entend parler, il demande donc à Rogier ce qu'il compte faire pour que Melf puisse se marier dans la famille Galbraith. Rogier répond qu'il a déjà prévu de fournir à Melf tout ce dont elle pourrait avoir besoin, et que le père de Melf n'a donc pas à s'inquiéter. De plus, comme brûler toutes les anciennes recherches de Melf risque d'être une corvée pour eux, Rogier dit qu'il s'en chargera tout de suite. Il pointe alors son doigt vers le tas d'ordures et jette un sort, qui le fait tout brûler dans d'énormes colonnes de feu. Depuis le sol, Claude crie que Rogier est allé trop loin avec cette puissance de feu, et il s'excuse, mais il voulait juste se montrer un peu devant Melf. Il remercie également Claude d'avoir veillé sur Melf pendant tout ce temps et voit en lui un grand potentiel en tant que chevalier. Il lui dit donc qu'il est le bienvenu dans l'ordre des chevaliers de Galbraith s'il le souhaite.